Leçon numéro 1. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout le monde dit « diversifiez, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier ». C'est un conseil totalement absurde lorsque l'on débute. Il suffit de regarder toutes les personnes riches et vous verrez qu'elles sont devenues riches en se concentrant sur une chose. Vous pensez que Bezos a lancé Amazon en vendant tout? Non, pas du tout. Juste des livres. C'est tout. Il est d'abord devenu le vendeur de livres, puis il s'est lancé dans la vente de tout. Facebook s'est concentré sur les étudiants. Bill Gates s'est concentré sur les logiciels. Voici une règle d'or. On devient riche en se concentrant sur une seule chose. On reste riche en se diversifiant. Mais la plupart des gens font exactement le contraire. Prenons l'exemple des entrepreneurs. Ils parviennent enfin à faire fonctionner un produit et se disent soudain « il est temps de lancer 17 nouveaux produits ». Vous venez de trouver quelque chose qui fonctionne, pourquoi le gâcher? Encore une fois, le succès vient de l'obsession pour une chose, une entreprise, un produit, un groupe de clients, une plateforme de médias sociaux. Si vous atteignez le premier million, vous pourrez alors parler de diversification. Andrew Carnegie le savait il y a 100 ans lorsqu'il a dit « mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier ». Leçon numéro 2. La liberté financière est plus facile que vous ne le pensez. Voici le secret qui échappe à la plupart des gens. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour être libre financièrement. Monsieur Ecker explique que l'une des étudiantes s'est rendue compte que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, ses revenus passifs provenant du loyer suffiraient à couvrir toutes ses dépenses. De plus, elle pourrait même économiser de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et s'est libérée financièrement. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à développer son entreprise et à s'enrichir. Pensez-y comme si vous grimpiez 2 échelles différentes. La liberté financière est une échelle de 10 marches, tandis que la richesse est une ascension de 1000 marches. Commencez par l'échelle la plus facile. Concentrez-vous sur la création de revenus passifs suffisants pour couvrir vos besoins de base. Une fois que vous ne serez plus lié à un salaire, vous aurez le temps et la liberté de vous concentrer sur la richesse. Leçon numéro 3. Une voie simple vers la richesse. Le père riche a dit un jour qu'il était très simple de devenir riche. Vous n'avez qu'une chose à faire, acheter plus d'actifs. C'est tout. Si vous achetez plus d'actifs, vous serez riche. Comme l'explique Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent. Cela semble simple, n'est-ce pas? Pourtant, la plupart des gens font le contraire. Ils remplissent leur vie de dettes en pensant qu'il s'agit d'actifs. Après avoir lu le livre, j'ai commencé à faire attention à chacun de mes achats. L'un des actifs que j'ai acheté était une propriété locative qui me rapportait 40 € par mois en flux de trésorerie positif. Au même moment, j'ai réalisé une chose surprenante. L'une de mes vidéos YouTube me rapportait également 40 € par mois. Cela a été un moment de réveil pour moi. Je me suis rendu compte que mes vidéos YouTube étaient un atout. Je les ai créées une fois, mais elles me rapportent de l'argent chaque mois, tout comme l'immobilier. C'est là que le bas blesse. L'immeuble locatif m'a coûté 12 000 € pour la compte. La vidéo, elle n'a coûté que quelques centaines d'euros et a été amusante à réaliser. À partir de ce moment-là, j'ai pris YouTube au sérieux, produisant davantage de vidéos et lançant même des chaînes dans différentes langues. Chaque vidéo est devenue un atout, me rapprochant de la liberté financière. Leçon numéro 4. Ne vivez pas en dessous de vos moyens, augmentez vos moyens. Si vous allez voir un planificateur financier, il examinera vos dépenses et vous conseillera de les réduire. Vous arrêtez donc de boire des cafés au lait. Selon Kiyosaki, pourquoi ne pas regarder l'autre côté de l'équation et trouver des moyens d'augmenter nos moyens pour que le prix d'un café au lait ne soit plus rien? Réduire les dépenses tue la passion. Ne tuez pas votre passion, mais trouvez plutôt des moyens de la nourrir. Posez-vous toujours la question « Comment puis-je me le permettre ?» Leçon numéro 5. La magie de voir grand. La plupart des gens ne peuvent pas voir grand. Ils ne peuvent même pas imaginer 5 millions d'euros sur leur compte en banque. Soyons clairs, ce n'est pas en pensant grand que les choses se produiront comme par magie. C'est la première étape. Et si vous ne pouvez même pas commencer par là, vous resterez bloqué là où vous êtes. Par exemple, j'ai étudié à la faculté d'économie et de gestion. Presque 99% de mes camarades de classe n'avaient qu'un seul objectif, obtenir leur diplôme et décrocher un emploi bien rémunéré dans une banque ou une entreprise internationale. C'est tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais quelques-uns voyaient plus grand. Ils ne voulaient pas travailler dans une belle entreprise, ils voulaient construire une belle entreprise. 12 ans plus tard, devinez quoi? Tout le monde a obtenu exactement ce qu'il voulait.
C'est en voyant grand que l'on construit son avenir. Si vous ne pouvez même pas imaginer une vie plus grande, vous ne la construirez jamais. Leçon numéro 6. Combien vaut votre heure? Avez-vous déjà fait vos courses et passé plusieurs heures dans plusieurs magasins juste pour trouver les produits les moins chers et économiser 50 ou 60 cents? Ou avez-vous déjà fait la queue pendant 1 heure juste pour obtenir un muffin gratuit? Si c'est le cas, c'est que vous avez une mentalité de pauvre. Je suis désolée de dire cela, mais laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'économiser de l'argent pendant que vous faites vos courses, mais regardez les choses sous cet angle. Si vous passez 1 heure à chercher les oranges les moins chères juste pour économiser 60 cents, cela signifie que vous évaluez votre temps à 60 cents de l'heure. Les riches ne font pas cela. Ils s'efforcent de trouver des moyens de valoriser leur heure à 6 000 €. Leçon numéro 7. Argent égale énergie vitale. Pensez-y. Vous vendez littéralement des heures de votre vie pour gagner de l'argent. L'argent que vous avez en poche n'est pas seulement du papier, ce sont des heures de votre vie qui y sont stockées. Le fait de considérer l'argent comme de l'énergie vitale a complètement changé ma façon de le dépenser. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, je gagnais 5 € de l'heure, soit 40 € par jour. Chaque fois que je voulais acheter quelque chose, je me demandais combien d'heures de travail cela représente-t-il. Par exemple, une veste en cuir qui coûtait 80 € n'était pas seulement de l'argent, c'était 2 jours entiers de ma vie. Lorsque vous considérez les achats de cette manière, vous accordez une valeur différente à votre argent. Leçon numéro 8. La richesse générationnelle. Gagner de l'argent et le conserver sont 2 choses différentes. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui que nous imprimons toujours plus d'argent, ce qui fait que nos économies valent de moins en moins. C'est assez incroyable. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que toutes les monnaies de papier ont fini par s'effondrer, du dernier romain aux marques de la République de Weimar. Et celle que vous utilisez aujourd'hui finira par connaître le même sort. Dans ce cas, comment préserver la richesse d'une génération à l'autre? James Rickards raconte une histoire intéressante dans son livre Road to Ruin. Il a rencontré une famille italienne qui a conservé sa richesse pendant plus de 800 ans. Cela représente 31 générations. Ils ont survécu à tous les cycles du marché, à des épidémies comme la peste noire et même à 2 guerres mondiales. Lorsque M. Rickards leur a demandé leur secret, la réponse a été étonnamment simple. 1/3, 1/3, 1/3. Ils ont gardé 1/3 de leur fortune dans l'immobilier et la terre, 1/3 en or et 1/3 en œuvres d'art de valeur. Bien que l'art soit pour moi une source de confusion, je m'en tiens à ce que je comprends, de l'or physique que l'on peut détenir et des maisons dont les gens auront toujours besoin. Leçon numéro 9. Pour gagner 1 million, comprenez la loi de l'affection. La loi de l'affection dit que pour gagner 1 million, il faut aider 1 million de personnes. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit exactement 1 million, mais je pense que vous avez compris. Plus vous aidez de personnes, plus vous recevez d'argent. Par exemple, Jeff Bezos est beaucoup plus riche que votre coiffeur David, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il a aidé plus de gens. Il a aidé des millions d'acheteurs à faire leurs achats facilement, il a également aidé des vendeurs à vendre leurs produits dans le monde entier. La leçon est donc simple, plus vous aidez de gens, plus vous gagnez d'argent. Leçon numéro 10, vous n'êtes qu'à une compétence de la richesse. Au cours d'un entretien avec un journaliste, Robert Kiyosaki a appris qu'elle souhaitait devenir un auteur de best-seller. Il s'est rendu compte qu'elle écrivait très bien et qu'elle devrait poursuivre dans cette voie. Elle lui a dit qu'elle avait essayé mais que personne n'était intéressé. Robert lui a conseillé de suivre un cours de vente pour qu'elle puisse faire sa propre promotion. Mais elle a été offensée par ce conseil et a dit « J'ai une maîtrise en littérature anglaise. Pourquoi irais-je à l'école pour apprendre à être vendeuse ? Je suis une professionnelle. Je suis allée à l'école pour être formée à une profession afin de ne pas avoir à être une vendeuse. Je déteste les vendeurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. » Robert Kiyosaki a gentiment fait remarquer qu'il était l'auteur qui vend le plus et non celui qui écrit le mieux. Le monde compte de nombreuses personnes talentueuses et prospères, médecins, avocats, dentistes, et pourtant elles ont des difficultés financières. Un sage consultant en affaires a dit un jour « Il ne leur manque qu'une compétence pour s'enrichir ». Leçon numéro 11. S'enrichir jeune. Vous avez sûrement déjà dû voir cette image. Voici un vieux couple en vacances. Malheureusement, ils sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent même pas profiter de leur excursion en bateau. Ne vous méprenez pas, je ne me moque pas de ce couple. Cela me rappelle qu'il faut s'enrichir jeune, afin de ne pas avoir à attendre la retraite pour profiter de la richesse. Je suis heureux que le livre The Millionaire Fastlane en parle enfin. Ce livre explique comment devenir riche jeune. L'auteur explique les voies lentes et rapides pour devenir riche.
Dans la voie lente, il faut travailler dur pendant 40 ans pour espérer prendre une retraite riche à 65 ans. La voie rapide, quant à elle, consiste à créer une entreprise qui peut fonctionner sans que vous soyez présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou à créer des actifs générateurs de revenus. Bien que son nom soit rapide, elle nécessite encore plusieurs années de travail acharné, mais pas autant que 40 ans. Leçon numéro 12. Créer sa propre chance. Supposons que vous et moi cherchions à acheter un bien d'investissement. Je vérifie 10 appartements, mais vous en vérifiez 100. Qui, à votre avis, aura de la chance? Bien sûr, c'est vous. De l'extérieur, vous aurez l'impression d'être tombé sur un excellent bien et de l'avoir acheté, mais en réalité, vous avez créé votre propre chance en prenant de nombreuses mesures. Plus vous agissez, plus vous avez de chances d'être chanceux. Leçon numéro 13. Trucs mentaux en matière d'argent. Pensez à votre cerveau comme à des dossiers sur votre ordinateur. Il y a un dossier pour l'épargne, un autre pour les investissements, les primes et les dépenses quotidiennes. La même somme d'argent est traitée différemment selon le dossier dans lequel elle se trouve. Par exemple, vous hésiterez peut-être à dépenser 2 000 € de votre compte d'épargne pour acheter un nouvel iPhone. Mais si votre patron vous donne une prime de 2 000 €, vous achèterez probablement ce nouvel iPhone sans y réfléchir à deux fois. C'est ce qu'on appelle la comptabilité mentale et cela peut vous coûter de l'argent. Voici donc 3 conseils pour tourner ce phénomène à votre avantage. 1. Gardez un peu d'argent sur votre compte de dépenses et mettez le reste sur votre compte d'épargne. Parce que notre esprit considère qu'un compte d'épargne est sacré, nous ne pouvons pas y toucher. 2. Sachant que la comptabilité mentale est une faiblesse humaine naturelle, les casinos utilisent des jetons plutôt que de l'argent liquide. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas l'argent réel sortir de votre poche. Comprenez-vous donc l'impact du paiement par carte sur vos dépenses? Utilisez de l'argent liquide chaque fois que c'est possible. 3. Fixez-vous à l'avance un objectif pour tout revenu supplémentaire que vous obtiendrez. Par exemple, conservez toutes vos primes pour les investir. Leçon numéro 14. Comment dépenser plus pour les choses que vous aimez avec un plan de dépenses conscient. Un plan de dépenses conscient commence par cet état d'esprit. Dépensez sans compter pour les choses que vous aimez et réduisez impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. L'automatisation de vos finances vous permet d'avoir un plan de dépenses conscient. Voici par exemple comment Alex procède. Alex est payé à la fin du mois. 5% de son salaire sont affectés à son compte de retraite. 25% vont sur son compte d'investissement. 25% vont sur son compte d'épargne. Ensuite, l'automatisation qu'il a mise en place lui permet de payer automatiquement ses frais fixes, tels que l'Internet, les prêts et l'assurance. L'argent qui reste sur son compte peut être utilisé pour des dépenses sans culpabilité. Alex adore essayer des restaurants différents chaque week-end et dépenser pour des gadgets. Il y consacre donc 1 000 € par mois. On pourrait penser qu'Alex gaspille de l'argent, mais il a un plan de dépenses conscient. Alex dépense moins pour des choses qui n'ont pas d'importance pour lui. Par exemple, il ne s'abonne pas à Netflix et n'achète pas d'abonnement à une salle de sport parce qu'il se promène dans le parc pour faire de l'exercice. Et avant de dépenser sans compter pour les choses qu'il aime, il a déjà économisé 55% de son salaire et payé toutes ses factures. Leçon numéro 15. Devenir la personne qui gagne le plus. Si vous gagnez 1 000 € par mois et que vous voulez atteindre 10 000 €, vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui gagne déjà 10 000 €. Lorsque vous le faites, votre état d'esprit change. Bientôt, votre comportement changera. Vous commencerez à penser différemment, à regarder d'autres vidéos et à vous lier d'amitié avec d'autres personnes. Cela vous permettra de trouver des idées pour atteindre 10 000 € par mois. La plupart des gens font le contraire. Ils attendent que les 10 000 € apparaissent pour changer leur comportement. Mais la vérité est que vous devez d'abord devenir cette personne. Une fois que vous l'aurez fait, les résultats suivront. Leçon numéro 16. La règle des 80-20 en matière d'investissement. Si vous souhaitez plonger dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, vous devez comprendre que beaucoup de choses obéissent à la règle des 80-20. Les investisseurs chevronnés et les grandes entreprises s'attendent à ce que 80% de leurs décisions d'investissement échouent. Warren Buffett a admis avoir détenu des parts dans plus de 400 entreprises différentes au cours de sa vie, mais les gains les plus importants ont été réalisés dans seulement 10 d'entre elles. La leçon à retenir est donc la suivante. Acceptez que toutes vos décisions d'investissement ne soient pas couronnées de succès, et c'est tout à fait normal. Adoptez une stratégie à long terme. Leçon numéro 17. Agir et s'enrichir, pas seulement penser à le faire. Il y a quelques semaines, je discutais avec un ami et nous avons commencé à parler d'un livre intitulé « Think and Grow Rich ».
Pensez et devenez riche. Il m'a dit qu'il avait vu de nombreuses personnes lire ce livre, mais qu'il n'avait jamais vu personne devenir riche. Il essayait de prouver que les idées contenues dans ce livre ne fonctionnaient pas, ce que je ne partage pas. Je crois fermement que les gens ne deviennent pas riches parce qu'ils ne passent pas à l'action. Ils lisent le livre, commencent à dire quelques affirmations, se fixent des objectifs, visualisent, et c'est tout ce qu'ils font. Ils ne passent pas à l'action. C'est comme vouloir gagner à la loterie mais ne pas acheter de billets. Je ne dis pas que vous devriez acheter un billet de loterie, c'est juste un exemple. Même quelque chose d'aussi aléatoire que gagner à la loterie nécessite une action. Leçon numéro 18, savoir ce qui est suffisant. Le danger est de ne jamais en avoir assez. On peut avoir des richesses, des biens et du pouvoir, mais l'avidité d'en avoir plus peut conduire à tout risquer. Prenons l'exemple de Rajat Gupta, qui est passé du statut d'orphelin à celui de PDG de McKinsey & Company. La valeur de son patrimoine est estimée à 100 millions de dollars. Mais Gupta voulait plus. En 2008, lors de la crise de Goldman Sachs, Warren Buffett a investi 5 milliards de dollars pour sauver la banque. En tant que membre du conseil d'administration de la banque, Gupta l'a su avant le public. Il a donc secrètement acheté des actions avant qu'elles n'augmentent en raison de l'investissement de Buffett. Il a ensuite été arrêté pour délit d'initié. À cause de son avidité et du fait qu'il n'en avait jamais assez, il a ruiné sa réputation et sa carrière. Vous devez savoir ce qui est suffisant et ne pas vous comparer aux autres. Lorsque vous vous comparez, vous en voulez toujours plus, car il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Leçon numéro 19, les mathématiques derrière le fait d'investir plus tôt. Billy, Suzanne et Kim investissent 3 000 € par an avec un rendement annuel de 10%. Billy commence à 15 ans, investit pendant 5 ans seulement et arrête à 19 ans. Suzanne commence à 19 ans, investit pendant 8 ans et s'arrête à 26 ans. Kim commence à 27 ans et continue à investir pendant 39 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors, qui a le plus d'argent à l'âge de 65 ans? Voici les chiffres. Kim a 1 million d'euros. En 39 ans, elle a investi 117 000 €. Suzanne a 1,5 million d'euros. En 8 ans, elle a investi 24 000 €. Enfin, Billy a 1,6 million d'euros. En 5 ans, il n'a investi que 15 000 €, soit le montant le plus faible des trois. Mais c'est son investissement qui a eu le plus de temps pour fructifier. C'est là tout l'intérêt de commencer à investir tôt. Leçon numéro 20. Comprendre l'effet de levier pour créer de la richesse en dormant. Si votre revenu est lié à votre temps, cela signifie que pour gagner plus, vous devez passer plus de temps à travailler. Voici ce que vous pouvez faire. Dormez moins afin de pouvoir travailler aussi la nuit, puis faire des heures supplémentaires le week-end. Mais existe-t-il une meilleure solution? Oui. Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'est l'effet de levier. Il existe 3 types d'effets de levier. Le travail, le capital et les produits dont le coût marginal de reproduction est nul. Numéro 1. Le travail signifie que vous utilisez des personnes pour gagner plus d'argent. Vous ne disposez que de 24 heures par jour. Plus il y a de personnes, plus il y a de travail à faire, au lieu que vous soyez le seul à travailler jour et nuit. Numéro 2. Le capital signifie que vous utilisez de l'argent pour gagner plus d'argent. Pensez à un investissement. L'argent que vous investissez dans une autre entreprise vous rapportera plus d'argent. Numéro 3. Produit dont le coût marginal de reproduction est nul. Pensez au code et aux médias. Dans le cas du code, vous créez une application ou un logiciel. Vous le construisez une fois et il peut être reproduit pour des millions de personnes sans coût supplémentaire. Pour les médias, pensez à cette vidéo YouTube. Je l'ai créée une fois, mais des millions de personnes peuvent la regarder. Il en va de même pour un livre électronique, sa reproduction ne coûte rien, mais si vous écrivez un livre physique, vous devez payer pour en imprimer un autre. L'effet de levier est donc la clé pour gagner plus sans travailler plus. Leçon numéro 21. Sachez exactement ce que vous voulez. La première raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Imaginez que vous et votre ami passiez une commande dans une sandwicherie. Votre ami commande « S'il vous plaît, donnez-moi un sandwich ». Vous lui répondez « Je veux un sandwich au thon avec du fromage fumé, mais je ne veux pas de ce type de pain. Donnez-moi ce pain noir avec des graines de tournesol. Et ne mettez pas d'oignon, mettez du concombre, de la tomate et faites-le griller, s'il vous plaît. » Devinez quoi? Votre ami reçoit un sandwich au hasard et n'est pas content. Et vous? Vous obtenez exactement ce que vous avez demandé. Les personnes riches savent exactement ce qu'elles veulent et s'engagent à l'obtenir. Si vous voulez une vie riche, définissez clairement à quoi ressemble cette vie riche. Par exemple, je veux être libre de travailler quand et où je veux. Je veux pouvoir emmener mes parents en vacances 2 fois par an.
Je veux manger dans de bons restaurants sans avoir à regarder les prix au préalable. Sachez ce que vous voulez, puis planifiez comment l'obtenir. Leçon numéro 22. Occupez-vous de vos affaires. La plupart des gens passent leur vie à enrichir quelqu'un d'autre, comme leur patron. Mais que cela ne vous dérange pas. L'expression « occupez-vous de vos affaires » ne signifie pas nécessairement que vous devez quitter votre emploi pour créer votre propre entreprise. Il s'agit plutôt de développer votre colonne d'actifs tout en conservant votre emploi. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche, sans que vous ayez à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'obtenir. Par exemple, des propriétés locatives, des redevances ou même des applications mobiles que vous créez après votre travail de 9 à 5 heures et que les gens doivent payer chaque mois pour utiliser. Trouvez et construisez des actifs que vous comprenez et aimez. Dans le même temps, maintenez vos dépenses à un niveau bas. Une fois que vous avez construit vos actifs, laissez le flux de trésorerie généré par ces actifs vous permettre de vous offrir des luxes et non de toucher votre salaire. Leçon numéro 23. Ne souhaitez pas une somme d'argent forfaitaire. Imaginez que vous possédiez un puits d'eau plutôt qu'un réservoir d'eau. Le réservoir, quelle que soit sa taille, finit par s'épuiser. Le puits, bien entendu, fournit de l'eau pour toujours. La véritable richesse ne consiste pas à posséder un gros tas d'argent, mais à devenir une personne capable de créer des flux de revenus. Une fois que vous aurez acquis cette compétence, vous n'aurez plus jamais à craindre de manquer d'argent. Comme pour la bicyclette, une fois que vous avez appris, vous ne l'oublierez jamais. Jim Rohn a dit un jour « Lorsque j'ai perdu tout mon argent, j'ai réalisé que je n'en avais perdu que 10%. Les 90% restants étaient la compétence qui m'aiderait à tout reconstruire. » Leçon numéro 24. Comment dépenser sans culpabiliser? Il existe 2 astuces pour dépenser sans culpabiliser. Tout d'abord, la règle des 2 fois. Chaque fois que vous voulez dépenser pour quelque chose, vous devez prendre la même somme d'argent et l'investir également. Par exemple, si vous voulez acheter cette smartwatch à 400 €, prenez 400 € de plus et placez-les sur votre compte d'investissement. Cette règle présente 2 avantages. Premièrement, vous ne vous sentez pas coupable d'avoir fait cet achat coûteux car vous faites également un investissement de même ampleur. Deuxièmement, elle vous aide à réfléchir à 2 fois avant d'acheter, car vous devez épargner le double de la somme. Outre cette règle du double, le deuxième conseil consiste à dépenser de l'argent pour des choses qui maximisent votre épanouissement à long terme. Permettez-moi de vous donner mon propre exemple. Presque tous les jours, je dépense 5 € pour un café. Je me sentais très coupable, alors j'ai arrêté. Mais j'ai vite compris que c'était une erreur. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis souvent distraite lorsque je travaille à la maison. Je suis plus productive lorsque je travaille au café. De plus, en travaillant au café, je n'ai pas besoin de louer un bureau. Il faut donc identifier ce qui compte le plus pour vous. Leçon numéro 25. Réduire les coûts ou augmenter les revenus? Il est important de réduire les coûts, mais soyons réalistes, il n'y a qu'un nombre limité de choses sur lesquelles vous pouvez faire des économies. Bien sûr, réduisez les coûts sur les éléments inutiles, mais concentrez-vous davantage sur l'augmentation de vos revenus. C'est cela qui change vraiment la donne. Leçon numéro 26. La richesse est ce que vous ne voyez pas. Quelqu'un peut sembler riche à première vue, mais ce nouvel iPhone et ce nouveau canapé ont peut-être été achetés dans le cadre d'un plan de paiement à tempérament et vous ne savez pas combien de dettes cette personne a sur sa carte de crédit. La richesse, c'est le revenu qui est épargné et non dépensé. La richesse, c'est la capacité d'acheter des choses si nécessaire sans avoir à se soucier du prix et sans dépendre de plans de paiement échelonnés. Lorsque les gens disent qu'ils veulent devenir millionnaires, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils veulent dépenser $1 million. Mais dépenser $1 million, c'est littéralement le contraire d'être millionnaire. Dépenser de l'argent pour montrer aux autres combien vous en avez est le moyen le plus rapide d'en avoir moins. Leçon numéro 27. Comment économiser et profiter de l'argent en même temps? Quel que soit le montant que vous avez en banque, il n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est le résultat des choix que vous avez faits au fil des ans. Soit vous dépensez plus, soit vous épargnez plus. Les 2 se reflèteront dans votre compte bancaire. La question est donc de savoir comment vous pouvez épargner davantage tout en continuant à dépenser pour les choses que vous voulez. La réponse est automatisez et construisez un système qui économise, investit et paye vos factures pendant que vous dormez. Pour automatiser vos finances, tout d'abord, vous devez classer vos dépenses par catégorie. Ensuite, déterminez le pourcentage de chaque catégorie. Prenons cet exemple et n'hésitez pas à ajuster le pourcentage en fonction de vos revenus. Catégorie 1. Coûts fixes. Disons que vous consacrez 50% de vos dépenses aux coûts fixes tels que le loyer, les dépenses et l'épicerie. Catégorie 2. Investissement, 15%.
Catégorie 3, épargne à court terme comme l'achat d'une maison ou les vacances, 15%. Et enfin, la catégorie la plus excitante, qui est la catégorie 4, les dépenses sans culpabilité, 20%. Il s'agit des dépenses les plus agréables, comme les sorties dans des restaurants chics, les nouveaux vêtements ou tout ce que vous voulez. Avec un tel système, vous pouvez vous permettre de dépenser ce que vous voulez tout en épargnant pour l'avenir. Leçon numéro 28, se payer d'abord. La première chose à faire lorsque vous recevez votre salaire, épargnez au moins 10% avant de payer votre propriétaire, votre banque ou votre fournisseur d'accès à Internet. D'accord, vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ce que signifie se payer d'abord. Vous n'êtes pas obligé de respecter strictement les 10%, épargnez tout ce que vous pouvez. L'important est de commencer par une certaine somme afin d'entraîner vos muscles à épargner. Imaginez ceci. Chaque euro que vous économisez est comme un soldat de votre armée personnelle qui se bat pour amener d'autres soldats. Ces nouvelles recrues, elles se battront aussi pour vous, ramenant encore plus de soldats. Ce processus se poursuit. Mais si vous dépensez sans compter, c'est comme si vous envoyiez vos soldats sans protection. Ils peuvent être tués et ne peuvent pas ramener d'autres soldats. Trop d'imagination, n'est-ce pas? Leçon numéro 29. Épargner ou investir? Lequel des deux vient en premier? Pour répondre à cette question, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, calculez le montant que vous pouvez épargner en un an. Par exemple, si vous épargnez 1 000 € par mois, cela signifie que vous pouvez épargner 12 000 € en un an. Deuxièmement, si vous investissez, calculez le rendement. Par exemple, si vous avez 10 000 € à investir et que vous espérez un rendement de 10%, cela signifie que vous obtiendrez 1 000 €. Troisièmement, comparez ces deux chiffres. Si votre épargne est plus élevée, essayez d'épargner davantage. Si le rendement de votre investissement est plus élevé, concentrez-vous d'abord sur l'investissement. Et si les chiffres sont à peu près identiques, concentrez-vous sur les deux. Leçon numéro 30. Devenez un entrepreneur. En grandissant, je parie que vous avez beaucoup entendu cela. Étudie bien, obtiens de bonnes notes et décroche un emploi dans une grande entreprise. Mais combien de fois avez-vous entendu « Étudie bien et deviens entrepreneur ». Beaucoup de gens pensent que devenir entrepreneur est risqué, alors ils veulent un emploi sûr dans une entreprise. Lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous n'avez qu'un seul client, votre employeur. Mais lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez plusieurs clients. Les entrepreneurs sont ceux qui construisent l'économie, créent de nouveaux emplois, développent l'immobilier et investissent. Le gouvernement a besoin d'entrepreneurs, sinon il n'y aurait pas d'emploi et le gouvernement ne pourrait pas collecter d'impôts. Robert Kiyosaki conseille vivement de devenir entrepreneur car les impôts et les lois sont rédigés en faveur des entrepreneurs. Leçon numéro 31. Consistez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Si vous dépensez 4 000 € par mois, le montant que vous devez avoir dans votre fonds d'urgence se situe entre 12 000 et 24 000 €. La décision dépend du type d'emploi que vous avez et de la sécurité de vos revenus. Si vous avez un revenu stable, vous pouvez vous concentrer sur une épargne de 3 mois. Mais si vous avez un revenu variable ou que vous dépendez beaucoup de conditions extérieures, 6 mois vous conviendront mieux. Un fonds d'urgence est uniquement destiné aux urgences. Acheter un cadeau à votre mère n'est pas une urgence. Son anniversaire tombe le même jour chaque année. Vous devriez donc l'intégrer à votre budget. Leçon numéro 32. Méfiez-vous de certains experts financiers. Les meilleures opportunités d'investissement n'ont pas besoin d'être annoncées dans une brochure. Les meilleures opportunités d'investissement ne quittent même pas le bureau. Elles sont consommées en interne. Par exemple, lorsqu'un agent immobilier trouve le meilleur bien, il ne le publie pas sur le site web. S'il le peut, il l'achète lui-même ou s'assure qu'il est acheté en interne par son entreprise ou ses collègues. La conclusion est la suivante. Soyez très prudent avec les experts financiers dont vous sollicitez les conseils. Ils travaillent pour une entreprise et sont payés par celle-ci. Selon vous, quels intérêts vont-ils donc faire passer en premier? Leçon numéro 33. Combien coûte une commission de 1%? Supposons que votre grand-mère vous offre, à vous et à votre frère, 100 000 € chacun. Vous pensez tous les deux que vous êtes jeunes et que vous n'avez pas besoin d'argent maintenant, alors vous décidez de l'investir à long terme. Votre frère fait des recherches et trouve une société qui prélève des frais de 1% et verse des intérêts de 11%. Cependant, vous ne faites pas de recherche et vous investissez auprès d'une société qui prélève des frais de 2% et verse également des intérêts de 11%. Avancez de 30 ans et voyez comment la différence de 1% sur les frais impacte vos revenus. Après 30 ans, les revenus totaux de votre frère sont d'environ 1 740 000 €, mais vos revenus sont de 1 326 000 €.
Comme vous pouvez le constater, tout est identique, mais la différence de 1% dans les frais entraîne une diminution de 418 000 € des gains par rapport à votre frère. En d'autres termes, vous perdrez 23,9% de vos gains à cause d'une différence de 1% dans les frais. Leçon numéro 34. Dépensez de l'argent pour avoir l'air bien. Ne jugez pas un livre à sa couverture. C'est une belle citation. Mais en réalité, les gens vous jugent en fonction de votre apparence. La façon dont vous vous présentez a un impact sur l'image que vous avez de vous-même et influence également ce que les autres pensent de vous. Laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Dans un supermarché, il y avait 2 lots de raisins. Le premier coûtait 15 cents le kilo, tandis que le second était emballé dans des sacs en polyéthylène et affichait un prix de 2,35 €. La personne à la station de pesage a expliqué que la seule différence de prix était le sac. Écoutez, lorsque vous êtes correctement emballé, vous faites une plus forte impression et vous augmentez même votre valeur dans les négociations. Leçon numéro 35. Identifiez votre facteur café au lait. Selon David Bach, quelle que soit la taille de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. Une dame qui a assisté au séminaire de l'auteur s'est plainte de survivre à peine à la fin du mois. Alors comment pourrait-elle devenir riche ? Après avoir examiné ses dépenses, l'auteur a découvert que cette dame dépense environ 10 $ par jour en café et en collation avant l'heure du déjeuner. Après quelques calculs, l'auteur explique que si elle investit 5 $ par jour avec un rendement annuel de 10%, elle pourra avoir 1,2 million de dollars à sa retraite. Cette dame a dû changer son style de vie latte. Maintenant, vous pourriez penser que cela ne s'applique pas à vous parce que vous ne gaspillez pas d'argent comme elle. Le fait est que nous ne réalisons pas à quel point nous gaspillons de l'argent pour des petites choses. Probablement, votre facteur latte n'est pas un latte, mais c'est l'argent que vous gaspillez, comme les repas au restaurant tous les jours, ou les cigarettes, les abonnements inutilisés, ou peut-être même une deuxième voiture que vous n'utilisez pas. Trouvez votre latte. Leçon numéro 36. Combien devez-vous épargner ? Par exemple, lorsque j'étais à l'université, je travaillais également dans une entreprise. Étant étudiante, je pouvais loger dans une chambre partagée et manger à la cafétéria de l'université pour pas cher. Cela signifiait que je pouvais facilement économiser 50% de mes revenus. Cependant, une fois mariée et installée en appartement, je ne pouvais plus épargner que 3% au maximum. Cela me faisait me sentir très mal car je ne pouvais plus épargner autant qu'avant. Et c'est l'un des plus gros problèmes liés au fait de s'en tenir à un taux d'épargne fixe. Si la vie est dynamique, pourquoi le taux d'épargne devrait-il être statique ? C'est pourquoi le meilleur conseil en matière d'épargne est le suivant. Économisez ce que vous pouvez. Si vous êtes célibataire et que vous pouvez épargner 40%, alors épargnez 40%. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants et que vous ne pouvez épargner que 2%, alors épargnez 2%. Si vous suivez ce conseil, vous serez beaucoup moins stressé et beaucoup plus heureux. Leçon numéro 37. Remboursez votre dette. Combien de temps vous faudra-t-il pour rembourser votre voiture, votre prêt étudiant, vos cartes de crédit, même le prêt que vous a accordé votre frère ? 1. Tout d'abord, faites-en la liste dans un tableau. Dans la section éléments, inscrivez le montant de votre dette. Le total à rembourser correspond au solde restant à payer. Utilisez-le pour classer vos dettes par ordre croissant. La dette dont le solde est le plus faible sera en haut de la liste. Sous paiement minimum, inscrivez votre paiement minimum mensuel. Par exemple, votre carte de crédit a un solde de 3 000 € avec un paiement minimum de 200 €. Solde du prêt étudiant, 10 000 €, paiement minimum de 300 €. Solde du prêt automobile, 20 000 €, paiement minimum de 500 €. Deuxièmement, utilisez la méthode de l'effet boule de neige. Je m'explique. Disons que vous gagnez 5 000 € par mois. 1. Déduisez-en vos dépenses de base comme la nourriture, le loyer et les factures. Disons que vous dépensez 1 000 € pour cela. Il vous reste donc 4 000 €. Ensuite, payez le minimum sur toutes vos dettes. Dans cet exemple, le paiement minimum total de vos dettes est de 1 000 €. Il vous reste maintenant 3 000 €. 3. Utilisez tout l'argent restant pour rembourser d'abord la dette la plus petite. Dans ce cas, votre carte de crédit. Le mois prochain, la carte de crédit aura disparu. Vous n'aurez plus à payer 200 € par mois pour votre carte de crédit. Il ne vous reste plus qu'un prêt étudiant et un prêt automobile. Répétez le processus jusqu'à ce que toutes les dettes soient remboursées. Pour rembourser vos dettes plus rapidement, trouvez des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. Faites des heures supplémentaires, trouvez un emploi secondaire ou vendez des objets dont vous n'avez pas besoin. L'essentiel est de vivre sans dette. Mais il y a un point délicat, votre prêt hypothécaire. Comment diable pouvez-vous vivre sans dette avec un prêt hypothécaire sur 35 ans ? Laissez cela de côté pour l'instant. Pourquoi ? C'est trop important. Cela pourrait vous décourager.
Leçon numéro 38. Pourquoi vous ne pouvez pas abandonner après plusieurs échecs? Je connais personnellement de nombreuses personnes qui ont essayé de créer leur propre entreprise, mais qui ont échoué et ont fini par abandonner après 3 ou 4 échecs. Je suis toujours étonnée de voir comment ces personnes s'attendaient à réussir après quelques tentatives seulement. Abandonner après 3 ou 4 échecs, c'est comme commencer à aller à la salle de sport pour se mettre en forme, mais abandonner après quelques jours parce qu'on ne voit aucun résultat. Si vous voulez être en forme, vous devez être constant. Vous devrez changer votre programme d'exercice. S'il n'est pas efficace, vous devrez essayer un régime différent. Vous devez essayer un entraîneur différent, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient. Malheureusement, les gens n'appliquent pas la même mentalité lorsqu'il s'agit d'être financièrement en forme. Leçon numéro 39. Pour prendre une retraite anticipée, faites un travail qui ressemble à un jeu. Il existe 3 façons de prendre sa retraite. La première consiste à épargner suffisamment d'argent pour que le rendement de vos investissements vous procure chaque année un revenu régulier plus que suffisant pour couvrir toutes vos dépenses. La deuxième consiste à réduire vos dépenses à presque zéro, comme si vous viviez en ermite. Et la troisième consiste à faire quelque chose que vous aimez tellement que cela ne ressemble plus à du travail. Dans le troisième cas, imaginez des enfants qui construisent avec des blocs Lego pendant des heures. Ils sont complètement absorbés, s'amusant tellement qu'ils en oublient de déjeuner. Puis, imaginez qu'ils soient payés pour cela. C'est la retraite anticipée, faire ce que vous aimez parce que cela ressemble à un jeu. Vous travaillez non pas parce que vous devez payer les factures, mais parce que vous aimez tant votre travail que vous voulez le faire tout le temps. Ce qui compte, c'est que vous viviez aujourd'hui comme vous le souhaitez, au lieu de remettre vos désirs à plus tard quand ce sera financièrement possible. Leçon numéro 40. Devenez le meilleur dans ce que vous faites pour gagner un salaire élevé. Devenez exceptionnel dans ce que vous faites et regardez les opportunités vous courir après. Imaginez, vous êtes le meilleur plongeur sous-marin du monde. Vous êtes assez courageux pour plonger plus profondément que quiconque. Un jour, quelqu'un découvre un navire au trésor coulé qu'il ne peut atteindre. Qui va-t-il appeler? Vous? Écoutez, la personne qui a trouvé le trésor a eu de la chance, mais ce genre de chance aveugle est rare. Vous, en revanche, vous devenez chanceux parce que vous créez votre propre chance en devenant le meilleur dans ce que vous faites. La plupart des gens attendent la chance. Les plus intelligents la créent en devenant exceptionnels.